sur cette expérience. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le plus grand risque et celui qu'on ne connaît pas. Et en fait, en début de projet, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à développer Yes Project. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Ademola, je suis de culture commerciale. Pourtant, c'est pas à vous que je vais vendre quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, le point commun entre nous, c'est que nous, les commerciaux, on court toujours derrière les PV de recettes. Et donc, quand j'étais moi-même commercial ou quand j'avais des équipes ou même des partenaires intégrateurs, à chaque fois, le PV de recettes ou le REX ou peu importe comment on l'appelle, c'était le Saint Graal, c'était ce qui nous permettait de clôturer le dossier et d'être payé, d'être commissionné sur nos dossiers. Et à chaque fois qu'un PV de recette ne venait pas, eh bien, on dit, mais attendez, vous nous avez pas dit que telle chose, ou il y a telle surprise qui n'avait pas été prise en compte, ou alors telle fonctionnalité, on l'avait avant, c'était normal qu'on les mette demain, donc on l'a pas écrit, mais bon, enfin voilà, vous devez connaître un peu tous ces écueils. Il y en a pas mal des écueils qui font qu'un projet n'est pas satisfaisant, la perception des utilisateurs n'est pas au rendez-vous. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que les raisons, les points de remédiation sont toujours quasiment les mêmes. Et si je devais mettre ça sous un chapeau, c'est des questions de communication. Alors, j'ai démarré toute cette expertise en faisant des fichiers de questionnement Word pour que mes partenaires puissent se poser les bonnes questions. Ensuite, c'était mes commerciaux. Après, j'ai fait ça sous Excel. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, on va mettre un peu d'IA là-dedans parce que vous allez voir, autant les questions, il n'y a pas grand-chose de très magique et surprenant. Je présume que vous vous êtes tous posé des questions liées au risque de projet IT. Par contre, le croisement des questions et le calcul de l'aggravation d'un facteur irritant, c'est là où l'humain aura besoin d'aide. Alors, juste pour vous dire, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ademola, mais effectivement, ça fait 22 ans que je vends et j'implémente des projets informatiques de services, soit de logiciels, soit d'upgrade, soit enfin tout type de projet. Et je compte à mon acquis plus de 169 projets. Donc, c'est sur cette base-là que j'ai développé cette expertise. Au sein d'éditeurs de logiciels, avec une stratégie Xerox au départ, très vente, et puis derrière, pour terminer, sur un cabinet de conseil avant de créer Yes Project. Alors, la première question qui nous a fait construire ce webinaire, c'est de finalement, on sait qu'il y a des risques. On va voir quelle est l'ampleur des risques sur le marché du service et des projets, mais quelle est la meilleure méthode? Est-ce que c'est l'agilité ou est-ce que c'est les méthodes classiques, les méthodes en V? Et en fait, il y a une espèce, parfois une velléité d'opposition. Il y a des sociétés, il y a des groupes dans des sociétés qui sont très fiers de dire nous sommes à l'agilité à l'échelle et on n'a pas de risque. Quand on creuse un peu, d'abord il y en a, et puis il n'y a jamais de dérive, puisqu'il y a des DSI qui me disent nous, on n'a pas de dérive, c'est bien simple, on délivre quasiment rien. Donc, on n'a pas de dérive. Et je vous promets que c'est à peine sarcastique ce que je vous dis. J'entends ça dans des grands groupes, parfois avec lesquels je travaille. Donc, on a énormément de dérives en commun. Hein. Je me suis fait toute une petite liste là, de parallèles entre est-ce que c'est pas parce qu'on va avoir. On va les voir, c'est dans la présentation. Donc, déjà, pour vous dire sur quel type de projet on a apporté notre regard pour ce webinaire, c'est des projets liés à la migration dans le cloud, c'est plus de 40% des projets sur le marché français, des projets de transition de processus métier, notamment en intégrant des automatisations comme du RPA ou de l'IA. Ça, il y a énormément d'offres d'emploi qui sont disponibles sur ces thèmes-là. Bon, bien évidemment, tout ce qui est migration SAP, ANA, et puis déploiement de RP ou de système SIRH. Alors, un risque, puisqu'on est un petit peu encore en opposition agilité ou waterfall, qu'on ait aujourd'hui une perte de maîtrise du périmètre fonctionnel ou une inadéquation avec de la solution par rapport aux besoins, donc là on parle de la perception, qu'on soit avec des specs qui ne soient pas très rigoureuses ou un user story qui manque de précision, on a les mêmes écueils. Pareil,
qu'on soit dans un processus de daily scrum ou de réunion hebdomadaire de suivi de copil ou autre, peu importe quelle est la méthode, on va avoir des parties prenantes quand elles sont absentes de ces réunions qui sont non engagées. Et puis, on manque de suivi, on manque de coûts, on manque de relations avec les sous-traitants. Donc là encore, c'est pour vous montrer, pour vous donner le troisième exemple, qu'on parle de story point ou de journée homme, il y a toujours ce débat-là entre les deux méthodes. Eh bien, quand on fait une réduction de budget en PI planning ou quand on décide de couper court, nous, les consultants, parce que je suis aussi consultant, nous sommes les premiers impactés par ces écueils. C'est pour ça que la méthode, en fait, n'a rien à voir. Il y a des méthodes qui sont à la mode, il y a des sociétés qui sont très fières de dire qu'elles sont dans tel et tel modèle, mais en réalité, on le sait très bien, il y a des projets qui sont adaptés à telle méthode, il y a des équipes qui sont adaptées à telle autre méthode. En revanche, la notion de risque est la même pour les deux. C'est l'atterrissage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de risque? Vous avez des organismes comme le Standish Group, qui a fait le KO Report, qui a édité en 2023 un dernier rapport, et qui a fait une analyse sur 50 000 projets depuis quasiment 25 ans. Vous avez le Harvard Business Review et McKinsey qui ont produit des états qui pointent tous vers le même chiffre, 69%, c'est-à-dire 2 projets sur 3, alors je vous rassure, 2 projets sur 3 ne sont pas en échec, mais n'atteignent pas leurs objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire n'atteignent pas leurs objectifs? Soit ils ne sont pas délivrés dans les temps, il y a un dérapage de délai, soit ils ne sont pas délivrés dans le budget, ils ont un dérapage de budget, soit ils ne sont pas délivrés avec les fonctionnalités qui étaient initialement prévues. Soit les trois à la fois. 2 projets sur 3. Donc quand on a affaire à des sociétés qui ont des portefeuilles de 30, 50 projets, ou même des plus gros qui ont plusieurs centaines de projets, notamment comme la MGN à qui on a eu affaire, eh bien, c'est 2 projets sur 3 qui forcément vont faire vont étirer les budgets ou les délais. Alors, qu'est-ce qu'un projet en dérive? C'est pas parce qu'on a un petit peu d'augmentation ou un petit peu de délai. Il y a un standard, une sorte de standard qui a été établi. Alors ça, c'est plutôt dans la méthode agile parce que ça a été plus moderne, mais c'est des standards qu'on repère aussi dans les autres méthodes. Un retard de 30% est considéré comme une dérive. Un retard du budget de 110%, c'est quelque chose qui est déjà traité par les directions financières comme quelque chose de grave. Un backlog instable, là pareil, c'est des va-et-vient entre les métiers et l'IT, on le sait, c'est une dérive. Et puis une autre dérive qui est moins palpable, parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette dérive-là, c'est tout ce qui est lié à la démotivation des équipes, à l'insatisfaction des utilisateurs. Et là, on parle de perception. Notamment, si je vous cite juste un exemple, des utilisateurs qui avaient l'habitude d'une solution de premise adaptée à façon qu'on va migrer dans le cloud, où là c'est du DevOps, c'est tout le monde au même diapason, eh bien vous allez avoir des utilisateurs, s'ils n'ont pas eu d'atelier de conduite du changement, s'ils n'ont pas été partie prenante lors de la rédaction des specs, ou au moins des sessions de relecture, eh bien c'est tout ça qui fait des écueils. Alors on essaye de joindre les bouts, mais autant se poser les questions en amont, et c'est exactement ce qu'on va voir avec Yes Project. Alors, j'aimerais vous citer quelques exemples avant de vous montrer le logiciel, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de faire une vente, l'idée, c'est quand même d'amener le sujet et de le dimensionner. Quand on a des problèmes de gouvernance et de pilotage, on sait que c'est lié à des problématiques de déséquilibre de responsabilité. Alors, je vous prie d'avance de m'excuser pour ce slide chargé en texte, c'est des choses que j'essaye d'éviter au maximum, mais on est obligé de mettre un peu de contenu pour pointer vers ces fameuses dérives. Si je prends la deuxième ligne, l'engagement et la coopération, quand on a un manque d'engagement et de coopération, bien, il suffit simplement d'aller scruter en amont sur le non-engagement et la non-implication des interlocuteurs. Donc, il suffit de savoir s'ils sont présents dans la réunion, s'ils ont des pouvoirs de décision, s'ils ont une ancienneté dans l'organisation de plus de 5 ans, par exemple, s'ils ont déjà mené des projets de cette ampleur-là. Vous voyez, les questions ne sont pas, comment dirais-je, extraterrestres, c'est des questions absolument classiques. Mais c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas tout de suite ou qu'on découvre après. Si je prends la définition et les spécifications, quand on a un manque de clarté des spécifications fonctionnelles ou un manque de pertinence, il y a des specs,
mais il n'y a pas de schéma qui accompagne les specs, il n'y a pas de chapitre qui détaille toutes les fonctionnalités, il n'y a pas d'explication entre l'existant et la nouvelle fonctionnalité délivrée. Des utilisateurs sont très attachés au système en place, et ça, on n'a pas toujours les messages qui nous viennent immédiatement. Bon, voilà. Et puis, pour terminer sur la complexité technique, bien, c'est facile, là, pour le coup, de mesurer entre la nature du projet. Est-ce que c'est juste une migration, un achat de logiciel ou un développement from scratch? Bah, déjà, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on va avoir plusieurs flux qui sont matures, qui sont éprouvés par tout le monde? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont, évidemment. Est-ce qu'il y a des adhérences entre les projets? De quelle nature, de quel ordre? Est-ce que c'est juste des briques applicatives ou est-ce que ce sont... Bon, tout ça, encore une fois, ce sont des questions... vous avez des méthodes qui existent comme ITIL ou même dans Dora, il y a des éléments sur la partie risque. Mais pour terminer sur ce slide-là et avancer pour... puisqu'on a une problématique de questions qu'on ne se pose pas forcément en amont, bah, dans 95% des cas, les entreprises gèrent ces questions-là dans des fichiers Excel. L'inconvénient de tout cela, c'est quoi? C'est qu'un fichier Excel, il y a plusieurs versions, ce n'est pas collaboratif, et puis c'est souvent très biaisé par rapport à l'expertise du chef de projet. Vous prenez un chef de projet, on va dire téméraire. La personne a vu déjà des vertes et des pas mûres, il voit un risque arriver, il sait le voir. Bon, il ne le met pas sous le tapis, mais il dit je l'ai déjà géré, c'est pas la peine d'alerter tout le monde. Et puis tac, comme par hasard, ce risque-là, plus un autre petit risque, plus un autre, c'est là où il y a des explosions, et c'est ça qui mène aux dérives. Vous prenez à l'inverse quelqu'un de plus, comment dirais-je, anxieux, qui va avoir des potards partout, qui va vous mettre du rouge partout. Donc, dans les fichiers Excel que je vois, il y a des smileys rouge, jaune, vert. Dans les PPM aussi, c'est souvent des smileys. C'est souvent fait que en cadrage. C'est pas fait souvent dans les copies ou dans les différentes phases d'un projet. Et donc, du coup, ça manque de pertinence et on subit les dérives. Alors, elles sont toujours bien gérées. Hein. On a affaire à des gens qui sont généralement quand même compétents et expérimentés. Mais comme le dit Einstein, l'intelligent gère le problème, le sage les évite. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec S-Project. Alors, pour conclure sur la notion de la dérive, un projet qui dévie n'est pas un échec, c'est un appel à l'écoute ou l'ajustement et l'action. C'est inspiré de la méthode agile pour le coup. Donc, ce n'est pas un choix qu'on fait aujourd'hui, c'est juste une inspiration. Pour comprendre quelle est la complexité des dérives, parce que j'ai affaire parfois que ce soit à des scrums ou à des chefs de projet qui sont très habitués, par exemple, qui installent des succursales pour des entreprises qui ont plusieurs filiales. Donc, au bout de la 5e succursale, je veux dire, ils ont des process habitués, ils disent on n'a plus de dérives. Le cerveau humain est capable d'anticiper jusqu'à 10 coups dans un jeu d'échecs. Et là, c'est un joueur confirmé dans un club et le champion du monde, moi je suis resté à l'étape de Kasparov, va gérer maximum jusqu'à 10 coups. Quand on a des dossiers qui sont avec des projets qui sont en inférence, qui ont des adhérences pardon, entre eux, chaque décision d'un paramètre va influer sur d'autres paramètres d'un sous-projet. Donc on a aussi des entreprises qui sont en agilité au niveau DSI central, mais dont les bureaux à distance vont avoir des modes de gestion en V, ou alors de la fausse agilité, où on sait très bien que par habitude ou par nature du projet, il y a un projet agile au global, puis il y a plein de petits projets en V qui viennent derrière parce que les métiers ne sont pas habitués à cette méthode ou parce que autre chose. Donc l'hybridation fait que c'est très compliqué de pouvoir anticiper plusieurs étapes. Et c'est vrai que la seule technologie qui nous permet de dépasser cette barrière technologique, c'est l'intelligence artificielle. Alors, Yes Project, on y vient. Yes Project n'est pas la seule application à le faire, mais c'est la première application qui permet d'éviter assurément 70% des dérives. Aujourd'hui, on affiche ce chiffre de manière très ferme, puisqu'on a testé ça sur plusieurs
entreprises, plusieurs types de projets, plusieurs natures de projets, plusieurs types d'équipes, plusieurs méthodes. Donc, ça réduit 70% des dérives de projets IT. Ça évite d'avoir à les gérer. De quelle manière on s'y prend? Ça marche en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on va d'abord poser des questions qui ont le mérite d'uniformiser et de standardiser les évaluations. Comment on fait ça? On pose des questions dont les réponses vont être oui, non, je ne sais pas. Oui, je sais que oui, la réponse est oui de tels aspects. Je sais que la réponse est non. Toute autre réponse, on y travaille, c'est en cours, c'était pas comme ça avant, mais ça l'est maintenant. C'est la troisième question. Il y a une quatrième réponse, c'est projet non concerné, puisqu'il y a parfois des cas qui sont hors sujet. Ça permet, quand on se pose des questions de ce type-là, et on va voir quel type de questions, hein, je vous ai donné quelques teasings, mais j'ai quelques exemples de questions par la suite, ça permet de savoir ce qu'on ne sait pas en début de projet. Et ça, les non-dits et les inconnus, c'est un petit peu le punchline du début de cette présentation, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas en début de projet, ce qu'on ne connaît pas. Et donc, ça permet de mesurer non pas le projet en lui-même, mais Yes Project va permettre de mesurer l'équipe projet. Chaque projet a une équipe, un sponsor, un chef de projet, une équipe métier, une équipe de dev, enfin une équipe IT. Et chaque projet va avoir une constitution d'humains avec différentes expériences, différents biais. Et donc là, ça permet d'écarter tous les biais cognitifs et d'avoir une mesure standardisée. Imaginez qu'on mesure l'ensemble des projets avec une seule méthodologie, une seule nature de projet, eh bien, ça permet d'éviter les écueils. Toutes les réponses arrivent, sont anonymisées, RGPDisées, enfin, si certains d'entre vous ont des questions là-dessus, on pourra y venir par la suite. Ça rentre dans les algorithmes d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs, et en fait, au-delà de récupérer les réponses, ça va calculer les facteurs aggravants, parce que parfois, certains risques, de manière isolée, sur la disponibilité des ressources métiers, vous les cumulez à d'autres risques comme le sponsor non engagé ou les sous-traitants qui peuvent être offshore et qui ne parlent pas la même langue que nous, ces éléments-là, qui ne sont pas forcément visibles quand on a une vue hélicoptère en gestion de projet, ça permet de les ressortir et c'est ce que va faire l'intelligence artificielle. Et du coup, la deuxième étape de Yes Project, c'est que ça va vous restituer un compte rendu qui est composé avec une note. Vous allez voir à quoi sert cette note de benchmark. C'est important d'avoir des notes et des KPIs. Ça permet d'avoir des alertes, mais aussi les points forts de l'équipe, parce qu'une équipe projet pourrait peut-être servir à un autre projet. Et donc, du coup, c'est bien de savoir quels sont les points forts, pas seulement quels sont les points d'alerte, mais au moins, ça permet de faire un focus immédiat sur les points d'alerte, des recommandations d'actions concrètes et des graphiques. Et voilà, à chaque fois que je dis ça, j'ai dit plein de choses super géniales, mais quand je dis que le compte rendu est au format PowerPoint, j'ai toujours des ah génial, parce que c'est vrai que ça simplifie. Souvent, les logiciels qui vous sont proposés, il faut faire des copies d'écran, c'est pas tout à fait extractible, ou alors c'est extractable en PDF. On a choisi le format PowerPoint pour vous satisfaire. Alors, j'aimerais prendre un exemple de dérive pour détecter les signaux faibles humains, comme je disais, les non-dits. Comment on va pouvoir détecter un dépassement de délai, un dépassement de budget, tout simplement? Eh bien, on va mêler des questions qui allient la complexité technique, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, un projet qui a entre 500 et 1000 jours hommes, si je parle de la méthode V, c'est déjà un projet qui peut être lourd. Il y a parfois des projets qui sont sur 3 années et qui sont beaucoup plus lourds. On va cumuler avec des notions d'indisponibilité de l'équipe IT, ou le fait qu'il n'y ait pas de tech lead dédié, ou que le tech lead n'ait pas forcément compétence sur les technologies qui lui sont données. Donc, le cumul des réponses vont pointer vers une notion de dépassement de délai, parce qu'il va falloir aller chercher des ressources supplémentaires. Je pense que tes collègues, Merci.
Le dépassement budgétaire, c'est quand les chiffrages, par exemple, ne sont pas challengés, les ABAC n'ont pas été faites à partir des spécifications qui ont été ratifiées, ou alors il y a un manque de clarté, tous les éléments ne sont pas inclus, ou alors quelque chose je ne sais pas dire si c'est marrant ou extraordinaire, c'est que des specs souvent ne sont pas arrêtés une fois que le projet est démarré. Il y a encore des specs qui continuent à être rédigés et donc qui ne sont toujours pas arrêtés. Ou alors l'absence de validation collective des livrables va faire des défauts de qualité. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc, les questions qu'on va poser, vous les voyez là, enfin, ce n'est pas toutes les questions évidemment. Yes Project a à peu près 193 points de questions. Entre 80 et 193, il y a des questions contextuelles. Ça prend exactement 45 minutes pour quelqu'un qui n'est pas très aguerri au formulaire. Et comme vous le voyez à l'écran, les questions sont vraiment, on peut soit appuyer sur A, B, C, soit cliquer OK. Enfin, je veux dire, c'est très simple. L'intérêt de se poser les questions en amont, on va énumérer quelques-unes d'entre elles, c'est que quand on détecte qu'il y a un problème, eh bien, ou une question qui est posée auquel on n'a pas une réponse, donc déjà, ça alerte, on sait ce qu'on ne sait pas, ça je l'ai déjà dit, mais surtout, ça permet à l'IT et au métier d'aller dialoguer à bâton rompu, parce que quand le problème est là, on cherche souvent des responsables. Et là encore, je suis à peine sarcastique dans l'humour. Mais quand il n'y a pas de problème, eh bien, on essaye de gérer la situation. Il peut y avoir de l'intermédiation avec un chef de projet, mais ça reste posé comme échange. Au moins, on sait qu'on ne sait pas. Voilà, donc par exemple, ici, comme vous voyez à l'écran, l'IA va croiser des informations sur est-ce que les spécifications ont été validées par l'ensemble des parties? Est-ce qu'elles ont ratifié le document? Est-ce que le chiffrage ont été challengés à partir des spécifications? Ça, c'est une autre question, excusez-moi. Est-ce qu'ils ont été challengés par les différentes parties prenantes? Est-ce qu'on a testé les chiffrages? Si besoin, l'équipe de développement peut-elle être renforcée en moins de 2 mois? Parce qu'on peut toujours avoir des ESN sous le coude, mais est-ce que si vraiment on détecte qu'on a des risques quelque part, est-ce qu'on peut réagir vite? Si on ne peut pas réagir vite, on a une augmentation de la note de dérive de délai, vous l'avez compris. Est-ce que les ressources IT sont-elles disponibles pour accompagner le projet? Donc là, c'est une des seules questions qui sont avec une mesure. La majeure partie des autres questions sont oui, non, je ne sais pas, ou projet non concerné. Bon, là, je vous ai juste mis 4 exemples de questions. C'est pour vous montrer des idées de croisement qui pointent vers la problématique qu'on a identifiée en amont. Alors, pour en venir à la restitution, et puis vous verrez après, on aura vos questions qui pourront parvenir, la restitution va fonctionner comme un entonnoir. Alors déjà, il faut savoir que la restitution n'est pas 100% automatisée. Oui, l'IA va... Alors déjà, le questionnaire, ce n'est pas automatique. Ce sont des humains qui le remplissent. L'IA ne fait que croiser des données. On appelle ça une IA contrainte, puisqu'en fait, l'IA ne va pas piocher dans une base de données gigantesque de l'ensemble des projets de la planète. Elle ne base son intelligence d'analyse que sur les données qu'on lui donne, ce qui lui permet d'éviter d'inventer ou de faire des... On a eu des surprises dans les premiers MVP qu'on a fait sur ce logiciel. Et donc, l'IA va croiser, va vous restituer un compte rendu qui fonctionne en mode entonnoir. Au départ, on a un graphe très clair qui vous dit quelle est la mesure, la mesure de risque du délai. Donc là, on a 39% de risque de dérapage de délai, 31 de budget et 29 de qualité. Donc là, on voit on va dire que le risque est assez équilibré sur le projet. Et ça vous met ici, le sponsor qui n'est pas impliqué, ça c'est le plus haut niveau de risque, et on va voir quels sont les éléments qui ont permis de détecter cet aspect-là. Manque de clarté des specs. Dans les risques un peu moins importants, c'est haut niveau de complexité de projet, non-engagement des interlocuteurs et indisponibilité des ressources métiers. Et dans les risques un peu moins forts encore, perte de résultat du projet, comment on détecte ça, ou décision non alignée avec les objectifs. Donc ça vous donne une vue hélicoptère, point d'aperçu. Et après, le compte-rendu va rentrer un peu plus dans le détail. Je vous ai mis à l'écran un autre exemple de risque. Ça peut être un autre projet. Le premier pouvait être un projet de migration dans le cloud, celui-ci, une mise en place d'une nouvelle version du SIRH. Donc là, le risque est majoritairement concentré sur le budget, comme on le voit.
C'est parce qu'on a un haut niveau de complexité de projet. Apparemment, il y a pas mal de SI qui sont en interaction avec les données. Il y a des données qui sont peut-être pas matures, enfin on verra, je ne sais pas vous vendre la neige d'abord. Manque de clarté et pertinence des spécifications, c'est un terme qui revient souvent et vous devez le savoir, mais il faut savoir exactement à quel niveau. Et puis l'imprécision des chiffrages. Voilà, on a dans les risques un peu moins graves, mais qui sont quand même importants, on a le non-engagement des interlocuteurs, l'indisponibilité des ressources métiers, ou des décisions qui ne sont pas alignées avec les objectifs. Typiquement, un sponsor qui ne répond pas dans les temps ou qui n'a pas accès facilement à sa direction pour prendre des décisions importantes. La recommandation, alors, c'est le cheminement de l'information qui va aller jusqu'aux questions, vous allez le voir. Donc, le logiciel ne fait pas que vous dire, là, il y a des risques. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis parce que notre temps est un peu court, mais entre les graphes et les recommandations, eh bien, il y a les 5 points forts de l'équipe et les 5 points faibles de l'équipe. Bon, voilà, comme c'était juste que 5 points qu'on revoit après, je ne l'ai pas mis. Mais vous avez surtout des recommandations opérationnelles qui peuvent être un support pour vous guider. Un sponsor n'est pas impliqué. Mettre en place un plan d'engagement du sponsor avec des points de suivi réguliers. Récemment, j'ai fait cette présentation à une entreprise qui m'a dit nous, on a été obligé de changer de sponsor, ça a pris 2 semaines. Pourquoi changer de sponsor? Parce que la nouvelle personne qu'on a pris, elle avait déjà des engagements sur d'autres sujets. Elle a réussi à dégager du temps 1 semaine après notre sollicitation. Et le temps qu'elle prenne connaissance de tous les contenus et qu'elle soit opérationnelle sur le projet, on a pris 2 semaines de délai. Donc, vous voyez, parfois, une petite question anodine sur la maturité du sponsor dans l'entreprise. Est-ce qu'il a déjà eu affaire à des projets de cette taille-là, de cette ampleur-là, dans cette entreprise ou dans d'autres entreprises? Est-ce qu'il participe à toutes les réunions? Est-ce qu'il a pris des décisions? Bon, je ne vais pas vous les faire toutes. Ça pointe vers effectivement un sponsor qui peut avoir un manque d'implication. Le pire, c'est quand il y a 2 sponsors sur un projet. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les recommandations. Vous avez compris, le logiciel vous expose des recommandations. Et puis enfin, là aussi, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais vous avez un plan d'action MOA, un plan d'action MOE et un plan d'action de pilotage en général. Donc ça vous permet de vous inspirer. Ça vous rajoute aussi le délai qu'on a calculé. Et beaucoup de sociétés avec lesquelles on travaille prennent ces délais-là. Les TJM, on les connaît. Et donc, ça permet aussi de calculer une dérive financière en plus de la dérive délai. On n'a pas voulu mettre ici des chiffres parce que chaque société a ses TJM négociés, et puis parfois elles arrivent à anticiper ces problèmes ou les gérer différemment. Donc, ça ne servait à rien non plus d'infantiliser la compréhension. L'idée, c'était de donner un outil aux porteurs de projets, parce que du coup, ce n'est pas que dédié à l'équipe IT, ça permet à tout le monde de s'impliquer et ça permet donc aux équipes de pouvoir s'inspirer de ce que propose Yes Project. Enfin, comme je vous le disais, vous avez les questions qui ont été répondues avec les réponses qui ont été données et, comme vous le voyez en dessous, les facteurs d'aggravation qui sont cumulés justement à ces dérives qui ont été identifiées. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du sponsor et ça doit être parce que je fais beaucoup cette présentation que j'avais déjà les questions en tête, donc j'ai un peu vendu la mèche. Mais voilà, les quelques questions au sponsor, elles ne sont pas toutes là, mais celles pour lesquelles le logiciel a détecté un risque, elles sont énumérées ici. Et si vous prenez, par exemple, j'aimerais juste m'attarder un peu sur cet exemple. Est-ce que le sponsor a déjà piloté ce genre de projet similaire dans cette entreprise ou ailleurs? La réponse a été non. Est-ce que le sponsor participe régulièrement systématiquement au comité de décision? Là, l'interlocuteur a dit je n'ai pas cette information. Et comme l'échéance de ce projet-là qui a été évalué était proche de l'évaluation, c'est 6 mois, le logiciel, l'algorithme a estimé que dire qu'on ne sait pas s'il est présent systématiquement alors que l'échéance du projet est proche, c'est un risque, pas un risque grave, c'est un risque. Bon, je ne vais pas vous les faire tous, vous avez quelques questions comme ça sur le sponsor, mais ces facteurs-là
sont aggravées par le fait que on a l'absence d'expérience sur des projets similaires, on a l'inefficacité dans la prise de décision et on a un manque d'information et de participation dans les comités. Ça aurait pu être d'autres facteurs aggravants comme comment dirais-je, des instances qui ne sont pas prises dans les temps ou des spécifications qui ne sont pas figées, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, voilà, ça va prendre d'autres réponses, puisqu'en fait, il y a le questionnaire qui fait 183 questions, va poser des questions à l'équipe IT, l'équipe métier, le sponsor et le chef de projet. Soit on répond à l'ensemble du questionnaire d'une pierre deux coups, soit j'ai affaire à des clients qui m'ont dit non, il faut éclater le questionnaire, on l'a déjà fait, on va poser les mêmes questions à l'équipe IT et à l'équipe métier, puis on va croiser. Et d'ailleurs, il y a un exercice qui est assez intéressant, c'est que souvent, les DSI qui veulent avoir cette note, parce que la note, elle permet de savoir comment se situe un projet par rapport à d'autres projets, n'est-ce pas? Ou comment évolue ce projet dans le temps. Eh bien, on fait remplir au DSI tout le questionnaire. Alors, on a une version allégée qui prend 27 minutes. Hein. La version complète fait 45 minutes. La version allégée, quand on fait des réévaluations, il y a des questions qu'on ne pose pas. Eh bien, c'est intéressant de voir quelles sont les réponses que donne le DSI par rapport à ce que va donner comme réponse l'équipe projet. Ça, c'est pour les questions. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je peux y répondre, mais juste avant d'aborder vos questions, j'aimerais résumer sur le fait que la méthode n'est pas primordiale pour éviter les risques. On a vraiment des écueils. Il y a des méthodes qui les adoucissent, pas qui les masquent, parce que de toute façon, ils surgissent. Mais pour éviter des risques, ce n'est pas une question de méthode, ce n'est pas une question de type de projet, c'est vraiment une question de se poser les bonnes questions dès le départ pour éviter d'avoir des écueils et surtout croiser tous les facteurs aggravants avec les réponses. Voilà pour la présentation de Yes Project. Aurore, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions Oui, qui ont il y a été des posées? questions en effet. Merci Denis pour ta présentation. Donc la première question est de Abderrazak qui demande comment situer le processus de gestion de risque dont l'identification, l'évaluation qualitative et quantitative en sont un préalable pour arriver à une situation inconnu non évalué. Alors, je vais répondre à cette question, mais j'ai oublié juste de dire quelque chose pour les participants, les autres participants. Il y a juste après le code PDU, bien sûr, qui va vous être donné, et puis le modèle tarifaire, c'est intéressant pour que vous sachiez comment on l'a construit. Mais par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, je voulais juste faire une pause de questions, c'est pour ça qu'on a mis les questions ici. Donc, ta question, si je la reformule, c'est comment on peut apprécier les valeurs quantitatives. J'ai pas très bien saisi pour être très franc la question. Je vais te redire la question. Comment situer le processus de gestion de risque dont l'identification, l'évaluation qualitative et quantitative en sont un préalable pour arriver à une situation d'inconnu non évalué? Alors, déjà le quand. L'idéal, évidemment, c'est comme je le disais en préambule, c'est de se poser les bonnes questions dès le départ et de pouvoir traiter les écueils avant même. En fait, au lieu d'éteindre le feu, l'idée, c'est d'éteindre les causes de feu. Et c'est vraiment ça qu'on fait avec S-Project, c'est qu'on va poser des questions, ça va pointer sur des je ne sais pas. Par exemple, en début de projet, il y a beaucoup de choses qui vont être méconnues, mais comme l'échéance du projet est lointaine, ce n'est pas considéré comme un risque. Par exemple, les specs, en début de projet, où le plan d'assurance qualité peut ne pas être complètement validé. Bon, donc ça permet de savoir les je ne sais pas. Et au moins, ça permet à un DSI, quand il va avoir une DSI, à une chefferie de projet, excusez-moi, quand on est en regard de son évaluation de projet, on va avoir du
du vert, hein, ça ne va pas être du rouge du coup, et ça permet au moins de faire un focus secondaire par rapport à d'autres problématiques qui sont en rouge. Donc, ça permet en fait de hiérarchiser les sujets et de poser un focus. À l'inverse, quand les problèmes nous parviennent et qu'il y a la direction financière qui gueule parce qu'il y a un dérapage de budget ou alors il faut encore appeler le SN pour rechanger, puis pour refaire des ateliers, etc. Ben là, en fait, même si en soi organisé, je prends l'exemple de l'atelier de conduite du changement parce que c'est le plus simple qui me vient en tête, c'est pas compliqué d'organiser ça. Mais d'organiser ça là, à pied levé, alors qu'on a plein d'autres chats à fouetter, bah, ça devient un problème lourd. Alors que si on avait ces informations-là en amont, bah, ça permettait au moins de prendre le risque. En fait, on va toujours prendre du risque. C'est ça parce qu'il y a des DSI qui me disent oui, mais ton truc là, il va jamais m'éviter des dérives. Oui, déjà il y a des dérives qu'on va jamais éviter. C'est la pandémie du Covid, on n'aurait jamais pu l'éviter. Des problèmes géopolitiques, des problèmes de rachat, de fusion, d'un prestataire qui dépose bilan. Bon, il y a plein de risques. Déjà, si on en voit 70%, c'est énorme. Mais au moins, il y a des fois des risques que je vais prendre. Mais au moins, je sais que ce risque-là, je le prends de manière connue. C'est pas un risque, bon, allez, on va le prendre et on va espérer que ça va bien se passer. J'ai l'habitude, ça s'est bien passé 3-4 fois, donc on va le prendre ce risque. Là, au moins, on prend des risques mesurés. C'est une inconnue qui devient, enfin, on sait qu'elle est inconnue et on a la valeur de cette inconnue. J'espère avoir répondu à la question. Bah, j'ai eu une petite aide, en effet, parce que même moi, après l'avoir relu, je me suis rendu compte que j'ai relu un peu vite. Ça semble avoir pris en compte le à éviter et non le pour arriver. Donc, et Abderrazak nous confirme que tu as bien répondu. Merci Abderrahmane, j'ai vu. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ou je continue dans la présentation? Non, justement, moi, j'ai une question. Ah, très bien. Ah oui, parce qu'en suivant aussi, j'ai des questions qui sont générées. J'aimerais savoir comment se déroule concrètement une évaluation avec Yes Project. Est-ce qu'on peut Alors ça, tester la plateforme gratuitement? Alors très bien, ça, je propose d'aborder cela juste au slide suivant quand on va aborder le code tarifaire, puisqu'on a construit le code tarifaire justement sur cette question. Donc ça permet de tester. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je peux avancer sur ce sujet-là. Et puis Il s'il y y a a une d'autres autre questions question. après. Oui. Quelles sont les clés d'IA utilisées par votre système pour contextualiser les projets, générer des recommandations précises? Alors, les clés, bon, j'ai mon directeur technique qui aurait pu être plus pertinent sur les clés. Ce que je peux vous dire à mon niveau par rapport à cela, je vous rappelle que je suis de culture plutôt commerciale, c'est qu'on a utilisé au départ, on a utilisé une seule IA qui était en Stackman Cloud. D'ailleurs, c'est sur le site, c'est écrit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous fallait différents types d'algorithmes pour pouvoir traiter les différents sujets. Donc, on va avoir un algorithme qui va traiter les questions et mesurer le poids des questions, un autre algorithme qui va calculer les facteurs aggravants, c'est pas le même, et on a après d'autres algorithmes qui vont générer le compte rendu. Donc, c'est pas les clés, je peux pas vous donner la précision sur les clés. Par contre, je peux vous dire qu'on a dû avoir affaire à plusieurs développements d'algorithmes pour pouvoir arriver à nos fins. Ok, merci, c'est bon pour moi. Si quelqu'un a une autre question, qui n'hésite pas, comme ça on en profite. Le résumé de tout cela, c'est que Yes Project, en fait, ce que nous disent les DSI, c'est que quand on a un objectif d'un projet, parfois le projet dure tellement en longueur qu'il y a une perte de raison d'être du projet. On sait même plus, l'utilisateur ne sait même plus pourquoi ce projet. Enfin, pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas ce que ça va lui apporter à son quotidien. Donc il y a un décrochage, une démotivation. Et donc Yes Project, il permet de maintenir l'alignement stratégique. Il permet à chaque fois de rappeler, là il y a une perte, là il y a une baisse, là il y a une hausse de motivation, d'engagement, de participation. Donc l'alignement stratégique, c'est vraiment le premier point auquel répond Yes Project. Et ça permet aussi aux chefs de projet de pouvoir maintenir cet alignement,
de prévenir sa direction informatique, tiens, on est en train de perdre un petit peu d'audience sur ce projet. La maîtrise des coûts, on anticipe les dérives de coûts, donc ça permet de maîtriser une enveloppe budgétaire. Et puis enfin, ce n'est pas un outil qui va mesurer la perception des utilisateurs en soi, il existe des outils pour ça, d'autres questionnaires, mais en tout cas, ça permet de mesurer en amont du projet, et on va voir aussi en cours de projet, est-ce que les utilisateurs sont toujours engagés, sont toujours là. Quand je parle des utilisateurs, c'est aussi bien l'équipe métier que l'équipe IT. Je veux plutôt parler des parties prenantes que les utilisateurs. C'est un défaut de langage. Alors, la grille tarifaire a été construite dans cette logique-là. On a d'abord une version freemium pour répondre au point d'Aurore, une version freemium qui vous permet de tester la simplicité du questionnaire. Alors, dans la version freemium, ça met à peu près 12 minutes à le remplir. Il n'y a pas toutes les questions de la version Enterprise, mais ça permet déjà d'avoir un bon aperçu de la simplicité. Et il y aura à la suite de cela un compte rendu comme une version classique vendue. Ça permet à un utilisateur de tester un projet. Et après, on a fait nos packs. Alors là, l'idée, encore une fois, de vous parler des prix, ce n'est pas pour vous vendre le Yes Project, mais pour vous dire dans quelle logique il a été construit. Donc, on a un pack de 15 restitutions et un pack de 50 restitutions. Après, on a des sociétés avec lesquelles on est en contrat différent parce qu'elles en ont beaucoup plus. D'abord, on estime qu'avant chaque copil ou avant chaque, on va dire, réunion périodique, les porteurs de projets vont faire une évaluation. C'est pour ça qu'on a fait une version light et une version enterprise. La version enterprise, j'avais dit, c'est 45 minutes et la light, c'est une vingtaine de minutes. Et en fait, il y a des entreprises qui ne voulaient pas d'abonnement. C'est pour ça qu'on a fait des packs de restitution. Et pourquoi elles ne voulaient pas d'abonnement? C'est que certaines nous ont dit, nous, on voudrait faire tester le logiciel avec un seul chef de projet qui pilote les réponses et les questions de toutes les équipes. Il y en a d'autres qui nous ont dit, non, non, nous, on va éclater le formulaire, on va faire une évaluation à gauche par l'équipe IT et une autre évaluation par l'équipe projet. Ça permet de croiser et de voir les écarts. Donc, c'est pour ça qu'on a vendu des packs. Ça permet à l'entreprise de piocher dans les restitutions en fonction de son organisation. Dans le pack de 15 restitutions, on accompagne les entreprises, on vient sur site, on fait à distance en vidéo, à la complétude des questions, parce que parfois, comme je vous le disais, comme on n'est pas en run, on est en cadrage et on se pose des questions, quand il y a des problématiques qui sont relevées, ça permet d'échanger et déjà de proposer des résolutions, d'expériences. Donc ça, c'est toujours un exercice hyper intéressant que j'adore faire et que mes équipes adorent faire avec les équipes projet, parce que c'est vraiment du va-et-vient et on s'imprègne aussi beaucoup de votre manière de gérer les sujets. Et à la version à 50 restitutions, on a aussi un accompagnement à l'exposition du compte-rendu pour expliquer en quoi le problème est un problème. Parce que parfois, nous, on dit que c'est un problème, mais on ne le comprend pas comme ça en face. Donc, ça permet d'échanger, de dialoguer, encodir ou pas, pour la restitution. Donc, voilà l'accompagnement serviciel. Il y a la partie logicielle, donc on a un assessment. Et pour terminer là-dessus, les équipes RH, prenons le cas d'équipe RH, puisque un projet informatique, c'est 50% de technique et 50% d'humain. Les RH, c'est pareil. Quand une équipe RH va onboarder, recruter du personnel, il y a 50% de technique, puis après, il y a 50% d'humain à gérer. De la technique, ça va être les contrats, ça va être la formation, ça va être l'apprentissage des métiers, donc c'est très technique. Mais par contre, le côté humain, c'est comment on l'onboard. Eux, ils ont déjà des outils. Ils ont des outils comme Assess First, comme Dick. Ça fait 10 ans que c'est complètement logique. Même nous, quand on postule pour un test, maintenant, on nous demande même de faire des vidéos pour exprimer nos motivations. Ça y est, on ne fait plus de texte. Bon. Donc, les RH, depuis très longtemps, comme ils font du 50-50, ils ont des outils pour mesurer l'humain. Alors, il n'y a pas à mesurer lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. Ça donne des températures. Bon, je ne vais pas vous faire la vente de la méthode DISC, mais ça vous donne des tendances. Côté IT, côté projet, on n'a rien qui permet d'évaluer l'aspect humain, si ce n'est, comme on l'a dit tout à l'heure, des fichiers Excel avec des smileys rouges, jaunes, verts, qui parlent du risque, mais qui ne parlent pas de l'équipe projet. Et donc, c'est en cela
que Yes Project a toute sa place. On comble une faille qui est existante, qu'on subit depuis 25 ans, mais souvent les chefs de projet ou les directions financières vont rajouter 10% de budget en plus sur le projet ou vont prendre un peu de rab de temps homme si on a un waterfall pour couvrir. Pour autant, on a quand même 69% de projets qui sont en dérive. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire sur ce petit outil. Hein. Ça reste un questionnaire, un assessment, ce n'est pas un logiciel lourd. Ça prend 45 minutes en début de projet, mais ça vous évite beaucoup, beaucoup de temps de gestion et de contrariété, parce que souvent, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les équipes. Quand moi, je vois des fois des cas assez fâcheux, des gens qui sont vraiment pointés du doigt, alors que la cause de la dérive n'est pas forcément liée à une personne ou un fait, c'est justement lié à un faisceau de sujets. Voilà, Justement, donc le... pardon, excuse-moi, j'ai encore une petite question. Oui, Je bien pense que sûr. tu as répondu, mais je vais quand même la poser. Est-ce que les indicateurs de performance sont pris en charge dans la solution logicielle? Non, ce ne sont pas des... Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le panier performance. Si on parle de performance, je vais vous dire quels sont les indicateurs, comme ça vous jugerez si ça répond à la question. Nous, ce qu'on va mesurer, c'est la capacité du projet à respecter le délai, ta capacité à respecter le budget ou la qualité. Si on a des dérives, on a une note négative qui vous dit, bah là, vous avez 39% de risque ou 29%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphe. C'est quelque part la performance. Maintenant, ce n'est pas la performance à la journée ou à la fonction ou au produit. Donc, je ne sais pas si je réponds complètement en termes de performance. Nous, c'est la performance de l'équipe projet à pouvoir réaliser sa mission dans les temps, dans les budgets et dans la qualité. La précision nous est donnée, c'est prendre en compte tout ce qui est écart, estimation et projection. Est-ce que la solution nous permet de Alors, ça mesurer donne cela? des écarts. Non, là, alors, pas exactement comme ça. Hein. C'est plutôt le rôle d'un PPM. En fait, un PPM, peu importe les noms, hein, c'est plutôt des logiciels macro-comptables, c'est des ERP qui permettent de gérer les allocations, les budgets de manière précise. Et effectivement, quand il y a des écarts, ça les calcule. Nous ne sommes pas un PPM, nous calculons le risque de dérive. Donc, si on vous dit que voilà, pour éviter telle et telle et telle dérive, il faut telle et telle action, l'une va mettre 2 jours, l'une va mettre 2 semaines. Après, ces données-là sont généralement reprises dans le PPM et ces calculs-là sont faits. Donc, l'étape suivante de Yes Project, une fois que tous les participants auront convaincu leur organisation de souscrire à Yes Project, eh bien, c'est de développer des API au PPM pour pouvoir... Nous, on ne prend rien du PPM. Ce qui va être commun avec un PPM, ça va être le nom du projet, l'échéance du projet et le nom du chef de projet. Mais c'est tout. Il n'y a aucune question de Yes Project qui est commune au PPM. Par contre, il y a beaucoup d'informations qu'on récolte qui pourraient alimenter enfin beaucoup, les informations de dérive et de temps et d'action qui pourraient alimenter un PPM pour pouvoir justement calculer ça. Donc la réponse est non. Nous ne faisons pas de ce calcul, mais par contre, nous donnons les éléments pour pouvoir les alimenter. Voilà, on peut soit extraire un CSV, soit, vous l'avez vu, c'est des tableaux qui sont assez organisés, quoi. Ok. Dans ce cas, si je vais me permettre, j'ai une dernière question après ce que tu viens de rajouter. Mais comment est-ce que la solution structure le dialogue entre les équipes métiers, que ce soit IT, sous-traitants, pour éviter justement les effets silos? Alors, Yes Project ne structure pas en soi le dialogue, mais par contre, Yes Project va pointer vers des écueils liés à l'équipe IT, liés à l'équipe métier, au sponsor ou au chef de projet. Les questions sont vraiment segmentées sur 4 familles. Donc, il y a une 5e famille qui est les sous-traitants. Notamment, on évalue la relation et l'équilibre des responsabilités avec les sous-traitants. Parce qu'il y a parfois des entreprises qui ont des contrats qui sont très protecteurs, mais qui mettent les sous-traitants à mal. Et donc là aussi, ça vous donne des éléments pour pouvoir
alimenter vos échanges avec les sous-traitants. Et quelque part, ce qui est intéressant là-dedans, et j'aime beaucoup cette question, Aurore, parce que ça m'amène à pointer vers une des conséquences de Yes Project, c'est que du coup, comme on a une note et comme on a un KPI, la note de Yes Project, eh bien, ça permet à une direction de projet, à une chefferie de projet, d'impliquer les sous-traitants, d'impliquer l'équipe métier, d'impliquer l'équipe IT dans l'augmentation de cette note. Imaginez que sur un projet de migration vers le cloud, vous avez une note de 6 sur 10. Vous allez vous dire 6 sur 10, on n'est pas bon. Mais si le marché, puisqu'on a un benchmark qui est donné dans les notes, je n'ai pas tout montré, puisque là déjà je crois que je dépasse un peu le temps, donc je vais aller un peu vite. Si le benchmark vous dit oui, mais sur cette nature de projet et dans l'industrie dans laquelle vous êtes, d'habitude les notes sont à 5, vous savez que vous êtes déjà meilleur. Par contre, vous pouvez engager l'équipe pour pouvoir passer de 6 à 7 en faisant les actions que vous préconise Yes Project, ou d'autres, parce que Yes Project n'a pas la science infuse. Vous pouvez aussi vous-même, en fonction du contexte de l'entreprise, apporter des éléments, et c'est ce que vous faites déjà. Mais eh bien, cette note, en fait, c'est un baromètre. On a des baromètres dans les logiciels de service client, les helpdesk, on a des baromètres dans les CRM. Encore une fois, on n'a pas de baromètre dans la gestion de projet. On a dans le projet en lui-même, mais pas dans l'équipe projet. Là, ça vous permet d'avoir un baromètre qui va initier le dialogue et qui va engager les gens. C'est pour ça que ça permet de maintenir l'alignement stratégique d'un projet informatique. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Denis. Je ne sais pas si Aurore, tu as encore d'autres questions. Je pense Non, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Très bien. Voilà, vous Merci avez bien beaucoup. tous noté le code PDU qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Oui, tout à fait. Pour ceux qui sont certifiés. Bonne Merci soirée à à tous et tous. merci de votre invitation. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Pour son passage à niveau. Ah, que